un employé de bureau rigide et aigri, sans drame ni crise existentielle. Mais pas de jours paisibles ici, juste des cycles infinis de chaos, de malentendus et de « pourquoi suis-je comme ça ?» et de l'énergie, encore une longue intro. Explosez le bouton « j'aime » si vous voulez la zapper. Peut-être qu'on coupera les intros quand la vidéo atteindra 1000 likes, mais probablement pas. L'histoire commence avec l'ultime trahison fraternelle, une petite sœur qui fait chanter son grand frère pour qu'il joue à un jeu autonome. Pas d'échappatoire, pas d'excuses. Il plonge dedans, se plaignant de personnages superficiels, de dialogues embarrassants et d'un gameplay ennuyeux du début à la fin. Après ce qui lui semble une éternité de souffrance, il finit par terminer le jeu et sort, prêt à goûter à la liberté. Mais la vie ne compte pas le laisser gagner. Il a le vertige, trébuche dans les escaliers et meurt dans ce qui pourrait être l'écran de Game Over le plus embarrassant de tous les temps. Quand il ouvre les yeux, il est dans un corps plus jeune et complètement perdu. Confus, il se dirige vers ce qu'il suppose être sa maison. Au lieu d'un accueil chaleureux, il reçoit une punition de son père devant sa mère et une invitée snob nommée Zola. Plus tard dans la nuit, dans leur cabane délabrée, Léon parle à son frère aîné de leurs terribles conditions de vie. Son frère lui fait remarquer que Zola mène une vie luxueuse dans le manoir, alors qu'eux croupissent dans la misère. Il lui suggère de travailler dur pour entrer à l'académie et d'y épouser quelqu'un pour échapper à leur misère. Léon écoute, mais commence à relier les points. Tout cela lui semble étrangement familier. C'est alors qu'il comprend, il a été réincarné dans le jeu Autumn auquel sa sœur l'a forcé à jouer. Maintenant, il est Léon Fou Barford, coincé dans un monde qu'il déteste et affublé d'une vie qu'il n'a jamais demandée. Game over. Plutôt que le jeu vient de commencer, 10 ans passent et Léon réalise que sa famille n'existe pas dans le jeu original. Ce qui fait de lui un personnage de second plan, quelqu'un de complètement insignifiant pour l'histoire principale, sachant qu'il n'est pas important pour l'intrigue. Il note tous les événements du jeu et se maintient en forme. Il veut éviter d'être entraîné dans les conflits du jeu et rêve d'une vie tranquille et sans histoire en tant qu'inconnu. Zola détruit ce rêve en un temps record. Elle arrange un mariage pour Léon avec quelqu'un d'une famille croulant sous les dettes, espérant résoudre ses propres problèmes financiers à ses dépens. Le marché est simple. Se marier ou prendre un aller simple pour le champ de bataille, ce qui garantit une mort certaine. Après le départ de Zola, Léon demande un service à son père. Le lendemain, il part en bateau vers un lieu dont il se souvient grâce au jeu. C'est l'endroit où l'héroïne du jeu a vécu un événement important de son histoire. Pendant la traversée, il est pris dans un puissant maelstrom qui l'entraîne vers une île. Là, il trouve un vieux navire abandonné. À l'intérieur du navire, Léon rencontre un robot sentinelle. Il l'élimine avec son arme et s'enfonce dans le vaisseau. Il atteint l'infirmerie et tombe sur le cadavre de quelqu'un qui s'appelle Josie Moon. Il prend la carte d'identité sur le corps et l'utilise pour accéder à la baie d'amarrage. Dans la baie d'amarrage, Léon découvre un vaisseau ancien gardé par un robot sentinelle massif. Un combat éclate entre eux. Pendant la lutte, le robot attrape Léon et l'interroge sur l'année. La réponse de Léon confirme que le camp du robot a perdu une guerre il y a longtemps. Le robot explique qu'une nouvelle sorte d'humain capable d'utiliser la magie a anéanti ses créateurs. Persuadé que son but est de détruire ces humains magiques, un robot resserre son emprise sur Léon. Léon sort une épée courte avec un mécanisme intégré et la tire droit dans l'œil du robot. L'attaque provoque un dysfonctionnement et l'arrêt du robot. Le robot parle à Léon à travers le système de sonorisation du vaisseau. Il lui dit de s'enregistrer comme nouveau propriétaire et souligne qu'il partage des traits avec les anciens humains. Même s'il appartient à la nouvelle génération, Léon nomme le vaisseau Luxion. Épuisé, il s'effondre et perd connaissance. De retour chez Léon, Zola perd la tête et pique une crise de nerfs. Elle reproche à Léon d'avoir ruiné son précieux arrangement matrimonial et l'accuse d'être parti mourir dans une aventure ridicule. Le père de Léon essaie de le défendre, disant qu'il est bien trop tôt pour tirer des conclusions, mais Zola, toujours aussi dramatique, insiste sur le fait que Léon a disparu depuis 3 mois et qu'il les a soit abandonnés, soit s'est fait tuer, et là, coup de théâtre, Léon débarque aux commandes d'un petit vaisseau rempli de trésors. Luxion, qui ressemble maintenant à un orbe flottant plein d'insolence et de génie, flotte à ses côtés comme un fidèle acolyte. Armé d'une richesse suffisante pour faire avaler ses mots à Zola, à bord d'un vaisseau qui crie « Ne vous frottez pas à moi », Léon met fin au projet de mariage de Zola sans hésitation. Enfin, libéré de ses manipulations, il prend son destin en main et s'inscrit à l'académie dont il a toujours rêvé.
Cette fois, c'est son avenir, ses règles et surtout, plus de Zola. Léon arrose joyeusement des fleurs, souriant comme s'il venait de gagner au loto. Luxion souligne que sa bonne humeur vient de la mine déconfite de Zola et, honnêtement, Léon ne peut pas le nier. Regarder sa belle-mère se tortiller est devenu son passe-temps favori, surtout maintenant qu'il est un chevalier indépendant. Les choses s'améliorent. Il a même découvert une île inhabitée, parfaite pour un baron dans son domaine. Luxion, toujours aussi génial, suggère de transformer l'île en un haut lieu touristique avec une source chaude. Léon adore immédiatement l'idée, convaincu que ça fera un carton. Les robots du vaisseau se mettent au travail et Léon estime que le projet sera terminé dans 2 mois. Rêvant d'une vie paisible en tant que baronnet, il rentre chez lui, mais ses plans sont chamboulés. Balkis, son père, lâche nonchalamment la bombe. Léon est désormais baron. Ce nouveau titre déjoue complètement ses plans. L'île conçue pour un baronnet n'est plus adaptée. Pire encore, Léon réalise qu'il doit maintenant épouser quelqu'un du même rang que Zola pour sauver les apparences. La simple pensée de trouver une femme comme Zola l'horrifie tellement qu'il fond en larmes. Ses rêves d'une vie paisible viennent de se transformer en cauchemars. Léon arrive à l'Académie Halford, contemplant avec émerveillement l'impressionnant bâtiment. Il pense à tout ce qu'il doit faire et réalise que le jeu a officiellement commencé. En observant la scène, il remarque une dame qui aboie des ordres à son serviteur, le forçant à porter une quantité ridicule de bagages. Peu après, l'entourage du prince apparaît, suivi d'Angelica et de ses serviteurs. Léon repère les groupes et espère immédiatement éviter les projecteurs, déterminé à vivre tranquillement comme un personnage de second plan sans importance. Puis, Julius se fait gifler par une jeune femme. Léon trouve la scène étrangement familière. Les répliques de la fille ressemblent à celles d'Olivia, la protagoniste du jeu. Mais la fille ne lui ressemble pas. Dans sa chambre, Léon repense à la fille qu'il a vue plus tôt. Il y a quelque chose de familier chez elle, mais il n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Luxion entre et commente sur la technologie dépassée de la ville, comparée à ses propres systèmes avancés. Il mentionne également le besoin de plus de recherches sur la magie. Léon écoute avant d'admettre qu'il a étudié tout ce qui concerne les goûters ces derniers temps, à sa grande honte. Plus tard, Léon discute avec Daniel et Raymond de la façon de trouver des filles de famille riches à l'académie. Aucun d'eux n'a rien d'utile à proposer. Le goûter dont Léon a parlé s'avère être le plan de Daniel pour attirer les filles, bien qu'il semble manquer de promesses, ailleurs. Julius et Jilk sont entourés de filles qui s'extasient sur leur prochain goûter. Angelica s'approche de Julius pour discuter de ses plans, mais il la repousse pour Marie, la même fille que Léon a vue plus tôt. Pendant le cours, le groupe reçoit une leçon sur l'étiquette des goûters. L'attitude désinvolte de Léon envers le sujet attire l'attention du maître. Il décide d'expliquer les points les plus subtils en détail. L'explication est si approfondie qu'elle fait pleurer Léon de façon inattendue. Léon décide d'organiser son propre goûter et invite une baronne. Quand elle arrive, elle amène ses amis et ses serviteurs avec elle. Il devient clair qu'ils sont seulement là pour tuer le temps avant d'assister au goûter de Brad. Après son départ, il se moque des collations minables de Léon. Se sentant vaincu par le monde compliqué des goûters, Léon remarque Olivia, la protagoniste du jeu, se faire harceler. Léon ne veut rien avoir à faire avec l'intrigue du jeu, mais il finit quand même par inviter Olivia à prendre le thé. Olivia, contrairement aux autres, se montre polie et douce, ce qui la fait sortir du lot. Pendant leur conversation, elle lui confie son souhait d'étudier la magie, mais avoue se sentir perdue face aux règles tacites de l'académie. Léon lui suggère de contacter sa sœur aînée, Jenna, pour obtenir des conseils. Jenna, visiblement peu enthousiaste, finit par accepter et donne à Olivia un conseil louche typique se frayer un chemin dans un goûter en offrant des collations coûteuses. Avec le soutien de Léon, Olivia suit le conseil douteux de Jenna et rejoint le goûter d'Angelica. Assise là, en train de siroter du thé, Olivia et Angelica parlent toutes les deux de Léon. Elles ne le disent pas ouvertement, mais au fond, elles apprécient toutes les deux toutes les fois où il s'est mis en 4 pour les aider. Bien sûr, il fait semblant de s'en moquer, mais elle voit clair dans son jeu. Pendant ce temps, Léon se retrouve à ruminer son irritation pendant le cours d'exploration. Daniel et Raymond se sont défilés, le laissant coincé avec l'entourage du prince. Vraiment la dernière chose qu'il voulait, avant même que le groupe ne puisse commencer. La tension monte entre Marie et Angelica. Julius intervient pour les séparer, mais au lieu de désamorcer la situation, il met tout le monde mal à l'aise. Plus tard, Olivia raconte à Léon l'histoire de Marie,
tandis que Joke et Greg soutiennent bruyamment Julius et sa décision de soutenir Marie, clairement fiers de leur loyauté mal avisée. Dans le donjon, Olivia trouve le cristal dont ils ont besoin pour leur objectif. L'heure est à la fête. Pas tout à fait. Un essaim de monstres fourmis apparaît, gâchant l'ambiance instantanément. Léon, armé d'une épée forgée par Luxion, s'avance et commence à les abattre comme s'il auditionnait pour un film d'action. La situation se complique quand un monstre ressemblant à un singe se cramponne au bras de Léon, refusant de lâcher prise. Il l'achève avec une dague, mais se retrouve avec un bras blessé. Au moment où la situation semble désespérée, l'entourage du prince arrive avec Marie, suivi de près par Angelica et son équipe. L'entourage élimine les fourmis restantes. Julius se fait une petite coupure au bras, ce qui incite Marie à utiliser sa magie de guérison sur lui. Angelica essaie de s'enquérir de son état, mais Julius, fidèle à son rôle de prince ignorant, la repousse et s'éloigne avec Marie, laissant Angelica se demander si elle a fait les bons choix dans sa vie. Olivia, remarquant la blessure de Léon, intervient et le soigne avec sa magie. 3 filles brûlent les affaires de Marie dans un four. Julius, avec Joke, qui le suit maladroitement, récupère les restes calcinés et confronte Angelica. Elle nie toute implication, mais Julius affirme que les filles ont dit avoir agi sous ses ordres. Il ne perd pas de temps à lui dire de se tenir à distance de lui et de Marie pendant qu'ils sont à l'académie, laissant Angelica réaliser silencieusement certaines choses. Pendant ce temps, Léon est assis avec Daniel et Raymond et se lamente sur le fait que des étudiants riches ont déjà officialisé leurs fiançailles. Les gars sont d'accord pour dire que les filles fiancées étaient les plus convenables, laissant disponibles celles dont la personnalité se décrit le mieux comme un cauchemar. Léon n'est pas mieux loti, ses imitations de goûter sont ignorées comme des spams. La conversation dérive sur Marie et les rumeurs de harcèlement. Julius est convaincu qu'Angelica est derrière tout ça, et la fureur de Julius semble étrange à Léon, qui se souvient qu'il ne se mettait en colère contre Angelica que bien plus tard dans le jeu original. Quelque chose ne colle pas. Plus tard à la bibliothèque, Léon en parle avec Olivia. Elle lui demande nonchalamment si Léon aime les filles comme Marie, et il le nie maladroitement. Olivia se souvient alors d'une rencontre avec Marie dans la cour, où Marie a carrément dit qu'elle n'aimait pas les filles comme Olivia. Cette phrase semble étrangement familière à Léon, mais avant qu'il puisse s'y attarder, un bruit à proximité attire son attention. Curieux, il enquête avec Olivia à sa suite, pour tomber sur Brad et Marie en plein baiser. C'est le genre de moment que Léon n'a pas demandé et dont il n'avait certainement pas besoin. Plus tard, Marie descend un couloir, savourant le chaos qu'elle a causé et se sentant satisfaite que le harcèlement ait cessé après l'intervention de Julius. Julius, en plaisantant, s'approche d'elle et lui demande si elle a un serviteur personnel. Marie admet qu'elle le fait à cause de ses difficultés financières, alors il propose de lui en payer un. Marie jubile intérieurement à l'idée d'avoir un esclave demi-humain pour elle toute seule. Angelica la prend par ses amis et les renvoie seule. Elle s'inquiète de la préférence que Julius accorde désormais à Marie plutôt qu'à elle. Pendant ce temps, Jenna fait irruption dans la chambre de Léon et lui demande s'il est au courant pour Marie. Léon lui dit ce qu'il sait et Jenna lui demande s'il était impliqué dans le harcèlement. Léon nie. Jenna l'avertit qu'être favorisé par le prince pourrait assurer son avenir, mais tomber en disgrâce le ruinerait. Avant de partir, Jenna dit à Léon de ne surtout pas se ridiculiser. Après le départ de Jenna, Léon s'allonge sur son lit et réalise que le premier semestre est déjà terminé. Il constate qu'il ne lui reste plus qu'à organiser un goûter et à visiter un autre donjon. Luxion remarque à quel point Léon s'amuse. Bien qu'il n'ait pas encore trouvé de fiancée, cela donne lieu à un bref échange entre eux, où Léon demande des informations sur Marie. Luxion refuse d'en fournir, y compris certains détails personnels sur Marie et Angelica, ce qui frustre Léon. Une fête est organisée avec Julius, Marie, Angelica, Daniel, Raymond et Léon. Léon, Daniel et Raymond font le pacte de trouver des petites amies pendant l'événement. Cependant, les 3 filles qu'ils approchent les rejettent sans hésitation, les laissant abattus. Ensuite, Olivia informe Léon d'une altercation impliquant Angelica, la fiancée du prince. Angelica accuse Marie d'avoir touché les mains de quelqu'un d'autre que Julius. Cependant, Julius et son entourage avouent leur amour pour Marie, ce qui émeut la foule qui assiste à la scène. Frustrée, Angelica défie Marie en lui jetant le gant. Léon reconnaît immédiatement l'événement du duel du jeu original, où le protagoniste comptait sur un combattant provisoire avec le niveau de relation le plus élevé. Julius encourage Marie à ramasser le gant et promet de se battre pour elle.
Le reste de l'entourage, Jilke, Greg, Chris et Brad, se joignent rapidement à lui pour soutenir Marie. Même Kyle, le serviteur de Marie, propose de participer. Personne ne se portant volontaire pour la défendre, Angelica est seule. Léon se propose de se battre en son nom pour l'empêcher de subir le sombre destin du jeu original. À contre-cœur, Angelica accepte son offre. Léon déclare qu'il décidera de la méthode et des enjeux du duel, tout en remarquant pour lui-même que Marie, comme lui, ne vient pas de ce monde. L'enjeu d'Angelica exige que Marie se tienne éloignée de Julius. Marie, de son côté, répète maladroitement une réplique tirée directement du jeu, que Léon reconnaît instantanément. Il confirme les enjeux et fixe la méthode du duel, une bataille en armure dans le Colisée. Greg conteste la décision de Léon, mais Jilke intervient et accepte les conditions. Léon établit alors le format du duel 5 rounds en 1 contre 1 entre lui et les membres de l'entourage. Julius accepte les termes et avertit Léon des défis qui l'attendent. Impassible, Léon le provoque en lui renvoyant le gant et en le défiant de le ramasser. Le lendemain, Marie est assise dans sa chambre, frustrée que Léon, un personnage de second plan, perturbe ses plans. Pendant ce temps, Léon découvre sa propre chambre vandalisée par Daniel et Raymond, qui avouent à Wa d'avoir été forcés de le faire par leurs camarades. Luxion révèle qu'il a enregistré tout l'incident et informe Léon que des paris sont placés sur le duel. Les cotes favorisent largement l'entourage, faisant de Léon l'outsider. En réponse, Léon demande à Luxion 500 pièces de platine pour faire pencher la balance en sa faveur. Plus tard, Angelica aborde Léon, visiblement mal à l'aise, et l'exhorte à se retirer du duel. Elle l'avertit que perdre traînera leurs deux noms dans la boue. Sa famille l'a déjà réprimandé pour avoir défié Marie avec autant d'imprudence. Et le pire des scénarios pourrait signifier une assignation à résidence, voire un exil dans une zone frontalière désolée. Léon, cependant, reste imperturbable. Il la rassure en lui disant qu'il ne fait pas ça pour gagner des points auprès des ducs. Son objectif est simple, se défouler après sa recherche interminable et misérable d'une épouse et démolir l'entourage d'un ou deux pegs. Angelica est stupéfaite par sa franchise, mais Léon lui rappelle que c'est elle qui a lancé le défi en premier lieu. Il ne s'arrête pas là. Léon remet les pendules à l'heure concernant son entourage, soulignant que leurs compétences ne semblent impressionnantes que dans le monde protégé de l'Académie. Confiant dans son plan, il se concentre entièrement sur la préparation du duel. Le jour du duel arrive, et Léon se présente vêtu d'un costume que Luxion a conçu pour lui. Avant de se rendre à l'arène, Olivia lui souhaite bonne chance. Liam suppose qu'elle a parié sur lui, mais elle insiste sur le fait que le jeu va à l'encontre de ses principes. À l'arène, Léon affronte une foule impitoyable, leur huée et leur dédain s'intensifiant presque, au milieu de cette mer de visages hostiles. Il remarque que Daniel et Raymond ont parié sur lui, ce qui lui procure une petite satisfaction. Quand le mec de combat Deriven Léon entre dans l'arène, la foule éclate de rire, se moquant de son apparence maladroite et dépassée, impassible face à leur moquerie. Léon reste ferme, souriant intérieurement, tout à fait prêt à tout les faire taire avec panache. Le mec de Léon est la cible des moqueries de la foule, mais Léon rassure Angelica en lui disant que tout ira bien. Olivia, confuse par les rires, apprend d'Angelica que l'arrogance est un objet perdu. Angelica explique que c'est le sien. Plus tard, Angelica s'approche de Léon, visiblement mal à l'aise, et l'exhorte à se retirer du duel. Elle l'avertit que perdre traînera leurs deux noms dans la boue. Sa famille l'a déjà réprimandé pour avoir défié Marie avec autant d'imprudence. Et le pire scénario pourrait signifier une assignation à résidence, voire l'exil dans une zone frontalière désolée. Léon, cependant, reste imperturbable. Il la rassure en lui disant qu'il ne fait pas ça pour gagner des points auprès des ducs. Son but est simple, se défouler après sa recherche interminable et misérable d'une épouse et démolir l'entourage de Peg ou d'eux. Angelica est stupéfaite par sa franchise, mais Léon lui rappelle que c'est elle qui a lancé le défi en premier lieu. Il ne s'arrête pas là. Léon remet les pendules à l'heure concernant l'entourage, soulignant que leurs compétences ne semblent impressionnantes que dans le monde protégé de l'Académie. Confiant dans son plan, il se concentre entièrement sur la préparation du duel. Le jour du duel arrive et Léon s'avance, vêtu d'un costume Lution conçu pour lui. Avant d'aller à l'arène, Olivia lui souhaite bonne chance. Liam suppose qu'elle a parié sur lui, mais elle insiste que les jeux d'argent sont contraires à ses principes. À l'arène, Léon affronte une foule impitoyable, dont les huées et le dédain semblent s'intensifier.
Au milieu de cette mer de visages hostiles, il remarque que Daniel et Raymond ont parié sur lui, ce qui lui procure une petite satisfaction. Quand le mec de combat de Léon, l'Arabian, entre dans l'arène, la foule éclate de rire, se moquant de son allure maladroite et dépassée. Impassible face à leur moquerie, Léon reste ferme, souriant lui-même, tout à fait prêt à tous les faire taire avec style. Le mec de Léon est ridiculisé par la foule, mais Léon rassure Angelica en lui disant que tout ira bien. Olivia, confuse par les rires, apprend d'Angelica que l'arrogance est un objet perdu. Greg sort de son robot, ramasse un morceau cassé de son arme et exige un match revanche à pied. Léon refuse, disant qu'il ne trouve aucune joie à brutaliser les faibles. Surpris par ce commentaire, Greg écoute Léon les critiquer, lui et son entourage, pour leur manque de conscience. Greg, enragé, charge le robot de Léon, mais ses attaques sont inefficaces. L'arbitre intervient et déclare Léon vainqueur du match. Chris s'avance pour affronter Léon, déclarant ouvertement qu'il prendra ce combat au sérieux. Léon répond en promettant de faire de même, et Chris insiste pour qu'il s'y tienne. L'arbitre commence le duel et Léon se remémore rapidement des détails sur la personnalité de Chris tirés du jeu Automne. Sans hésiter, Léon recule et déploie des drones qui bombardent Chris d'un feu incessant, l'empêchant de contre-attaquer. Chris, frustré, accuse Léon d'utiliser des tactiques déloyales. Amusé par cette accusation, Léon se moque de Chris, affirmant qu'il n'a pas encore eu besoin de prendre le combat au sérieux. Chris parvient à s'échapper de la ligne de tir des drones et charge Léon avec son épée, mais Léon s'en saisit facilement et la brise. Vaincu et désespéré, Chris se lamente d'avoir travaillé plus dur que quiconque. Léon, avec sarcasme, suggère que Chris s'est vanté auprès de Marie de tous ses efforts, ce qui ne fait qu'ajouter au choc et à l'incrédulité qui se répandent dans la foule. Joke, de plus en plus inquiet après la défaite de Chris, demande à Jenna d'envoyer un message à Angelica, lui demandant de convaincre Léon de se retirer pour sa propre sécurité. Angelica transmet le message à Léon, exprimant son inquiétude pour sa santé. Cependant, Léon ignore l'avertissement, insistant sur le fait qu'il se sent bien et qu'il continuera le duel. À l'abri des regards, Luxion lâche une information louche Jenna, sur ordre de Jilk, à piéger le méca de Léon avec des bombes. Mais Luxion, fidèle à lui-même, balaie ça d'un revers de main, rappelant à Léon qu'Arrogance n'est pas un méca ordinaire. Ces bombes sont aussi menaçantes que des pétards lors d'un feu d'artifice. Léon lève les yeux au ciel, sachant que son méca ne va pas transpirer pour ça. Le duel suivant commence et Jilk attaque d'emblée, déployant un écran de fumée et tirant une balle anti-armure magique directement sur le méca de Léon. La foule attend l'explosion spectaculaire, mais rien ne se passe. Jilk est abasourdi et désespéré. Il opte pour la solution nucléaire, en faisant détonner les bombes. Toujours rien. L'arrogance reste là, imperturbable et invaincue. Jilk, officiellement à court de solution, commence à supplier Léon de reconsidérer, en le mettant en garde contre les conséquences de défier Julius. Léon n'en a absolument rien à faire. Il réduit Jilk au silence d'un seul geste, le laissant sur place. Pendant ce temps, Maria perd son sang-froid sur la touche. Regarder les participants tomber comme des mouches faisait partie de son plan machiavélique. Julius intervient avec un calme rassurant, promettant à Maria qu'il va tout renverser lors du duel final. Julius entre dans l'arène, débordant de confiance, prêt à affronter Léon. Avant le début du match, Léon pose une question désinvolte, demandant à Julius ce qu'il pense d'Olivia. Julius hausse les épaules comme si de rien n'était, affirmant qu'il n'a pas d'opinion. Léon ne réagit pas, mais on voit qu'il enregistre cette réponse pour plus tard. Et sur ce, le duel final commence. La foule acclame Julius, déversant toutes sortes d'insultes sur Léon, le traitant de pecno et espérant le voir s'écraser. L'arbitre lance le duel et Julius ne perd pas une seconde, fonçant sur Léon avec une rafale d'attaques. Léon part chaque coup. Remarquant que Julius porte la meilleure armure que l'argent ou la royauté puissent n'acheter, Luxion, ne ratant jamais une occasion d'irriter, souligne à quel point le public déteste Léon, ajoutant de l'huile sur le feu de son agacement déjà brûlant. En plein duel, Léon change de tactique et commence à provoquer Julius. Il insiste sur le fait que Julius et son entourage sont tous fous amoureux de Maria. Julius, comme on pouvait s'y attendre, mord à l'hameçon et le combat se transforme en une joute verbale. Julius rejette Angelica sans hésitation, affirmant que Maria le comprend vraiment. Il se lamente sur la difficulté d'être né dans la royauté, dépeignant Maria comme la seule personne qui comprend sa douleur. Léon,
incapable de se retenir, se lance dans une tirade sur les absurdités sans fin auxquelles il a été confronté depuis son arrivée dans ce monde. Étonnamment, certains garçons dans la foule commencent à acquiescer, visiblement emballés par le discours de Léon. Pendant ce temps, Julius en rajoute, proclamant haut et fort son amour et son dévouement à Maria. Angelica, en retrait, écoute, les larmes coulant sur son visage, anéanti par les paroles de Julius. Olivia intervient, essayant de défendre les sentiments d'Angelica pour Julius. Mais c'est peine perdue. Julius, têtu comme jamais, déclare qu'il ne veut plus rien avoir à faire avec Angelica, la laissant briser tandis que la foule savoure le drame comme si c'était son feuilleton préféré. Julius envenime le duel en déclarant qu'il ne se terminera que lorsque l'un d'eux mourra. Léon, trouvant cela amusant, accepte le défi et provoque Julius en lui demandant ironiquement de lui ordonner de perdre exprès. Julius refuse, affirmant que le duel est sacré. Les railleries de Léon lui valent encore plus de mépris de la part du public. Luxion remarque que Léon se comporte délibérément comme un méchant. Léon confirme, admettant qu'il aime jouer ce rôle, tout en essayant de faire entendre raison à Julius. Dans un accès de rage, Julius lance une nouvelle attaque. Léon l'attrape sans effort et tente d'avoir une conversation sérieuse sur les conséquences du choix de Marie au détriment d'Angelica. Julius insiste obstinément sur le fait qu'il se fiche de la noblesse ou du statut et qu'il ne veut que Marie. En entendant cela, Léon porte une attaque décisive, mettant Julius KO et remportant officiellement le duel. Léon sort de son mecha et est accueilli par Olivia et Angelica. Angelica s'éloigne pour prendre des nouvelles de Julius, tandis qu'Olivia avertit Léon que ses actions l'ont fait détester par les autres élèves. Léon reste indifférent, déclarant nonchalamment qu'il pourrait être transféré de l'académie un jour. Angelica rend visite à Julius, qui reste alité. Ils partagent une conversation sincère sur leur relation à sens unique. Julius précise qu'il ne se soucie que de Marie et de personne d'autre. L'acceptant, Angelica quitte son chevet, mais lui souhaite, ainsi qu'à Marie, le meilleur pour leur avenir. Pendant ce temps, Léon rencontre Vince, le père d'Angelica, et son frère aîné, Gilbert, pour discuter de la résolution du problème qu'il a causé. Vince accepte de s'en occuper. Léon déclare alors qu'il renoncera à son titre de chevalier et refusera l'offre d'une baronnie. Quand Gilbert l'interroge sur ses motivations à aider Angelica, Léon donne une réponse vague, disant qu'il le fait pour le royaume. La réponse amuse Vince, qui suggère ensuite qu'Angelica reste à la campagne pendant un certain temps. Léon marche dans un couloir, satisfait du résultat de ses actions. Cependant, il regrette de ne pas avoir pu en apprendre davantage sur le thé auprès du maître, Daniel, et de Raymond. Il regrette aussi de ne pas avoir goûté à tous les desserts de la cafétéria de l'académie. Quelque temps plus tard, Olivia et Angelica montent à bord du navire de Léon, en direction de sa maison à la campagne. Angelica se blâme pour les événements qui ont conduit à l'expulsion de Léon de l'académie. Olivia essaie de la réconforter en disant que Léon avait toujours eu l'intention de quitter l'académie à sa manière, mais cela n'apaise guère la culpabilité d'Angelica. À leur insu, Léon et Luxion écoutent secrètement leur conversation. Cachés, au manoir Bartford, Luce informe Balcus des préparatifs en cours pour l'arrivée de la fille du duc. Zola entre avec ses enfants et commence immédiatement à réprimander Balcus pour les récentes actions de son fils. Elle le gifle et continue de le réprimander jusqu'à ce qu'Angelica apparaisse. Zola est visiblement choquée et confuse, ne la reconnaissant pas. Angelica informe Zola qu'elle va séjourner au manoir, ce qui déconcerte Zola qui quitte rapidement les lieux. Léon emmène Olivia et Angelica visiter les terres environnantes. Plus tard, les deux femmes prennent un bain ensemble et se confient sur leur relation avec Olivia et Léon. Après le bain, Léon les rejoint alors qu'elle se rapproche. Olivia demande qu'on l'appelle Livia et Angelica demande qu'on l'appelle Angie désormais. Elles évoquent également l'idée de se venger de Marie. Léon adhère pleinement au plan et Livia propose d'aider Angie dans son entreprise. Pendant ce temps, Marie apprend de Julius que lui et son entourage ont tous été déshérités de leurs titres et statuts. Julius l'informe qu'il ne peut plus rester à ses côtés, mais son entourage promet de la protéger et de se venger de Léon. Marie, cependant, est dévastée par cette tournure des événements. Ses rêves d'une vie royale facile sont complètement anéantis, la laissant désespérée et sans plan. Léon et Balkis rencontrent un messager royal qui les informe qu'il n'y aura aucune répercussion contre Léon ou sa famille. Au lieu de cela, le rang de Léon sera élevé au 6e rang supérieur. Plus tard, Léon reçoit ce titre directement du roi et de la reine.
Mais il y a un piège. Cela l'oblige à rester à l'Académie Hurlford. Lukshya informe Léon que Julius et ses compagnons s'aventurent dans un donjon. Ils s'entraînent et gagnent de l'argent dans l'espoir de le vaincre un jour. Livia et Angie s'approchent de Léon et l'invitent à les rejoindre dans une nouvelle boutique d'objets étranges qu'elles ont découverte. Les élèves de l'Académie Hurlford se préparent pour le festival culturel et Léon prend en charge l'organisation d'un salon de thé. Il donne des instructions à Daniel et Raymond, s'assurant que tout se déroule sans problème. Livia entre timidement, vêtue d'une tenue de soubrette, et demande nerveusement si elle a l'air bizarre. Léon n'hésite pas à la rassurer, approuvant sa tenue sans réserve. Peu de temps après, Angie entre à son tour, portant également une tenue de soubrette. Elle se lie immédiatement d'amitié avec Livia grâce à leurs tenues assorties, et les deux partagent un moment sincère, se rapprochant ainsi. Léon observe en retrait, les larmes aux yeux en voyant Angie et Livia si bien s'entendre. C'est le genre de moment sain dont il ignorait avoir besoin, mais l'ambiance ne dure pas. Léon sombre dans l'apitoiement sur soi, se lamentant sur son rôle de personnage de second plan. Persuadé que ça signifie qu'il n'aura jamais la chance de sortir avec l'une ou l'autre, soudain, Jenna fait irruption dans sa chambre. En expliquant son problème, elle s'est disputée avec une amie à propos d'une réduction. S'attendant à devenir incroyablement riche, Jenna a essayé de lui voler son ami, mais a échoué et maintenant elle s'attend à ce que Léon arrange la situation pour elle. Léon la remet à sa place instantanément et Angie le soutient, indiquant clairement qu'elles ne s'en mêleront pas. Agacée et visiblement offensée, Jenna sort en trombe avec son majordome. Alors que Léon pense que le drame est terminé, Daniel et Raymond se précipitent, annonçant des problèmes urgents chez le voisin. L'ancien prince Julius et son entourage organisent de leur propre goûter chez le voisin. Ils l'appellent le Café Princesse. Léon en reste bouche bée. Julius s'approche de Léon et lui dit qu'il a entendu dire que Léon organisait aussi un café pour le festival culturel. Il invite Léon à lui rendre visite, ce qui met Léon en rage à cause de l'attitude arrogante de Julius. Livia est choquée d'apprendre le prix élevé du thé au Café Princesse. Julius explique que c'est Marie qui a suggéré les prix, après une remarque irrespectueuse. Julius s'en va. Léon et son groupe, agacés, décident de le suivre pour voir la concurrence. En arrivant, ils découvrent que le Café Princess est conçu comme un club d'hôtes du monde réel. À l'intérieur, Brad se moque de Léon, le traitant d'ignoble pour avoir espionné la concurrence. Chris, de son côté, remarque que la visite valait le coup, ne serait-ce que pour voir la réaction de Léon. L'idée du décor du café s'avère être de Marie. Livia commente le côté étrange du café pour son objectif, et Marie apparaît en réponse. Marie échange des mots acerbes avec Léon. Il se moque du nom du café, et Marie riposte, lui suggérant de transformer le sien en salle de repos pour le sien. Léon refuse, affirmant sa loyauté envers son maître. Dehors, Livia se tient devant l'entrée du café de Léon. Elle tient une pancarte pour attirer les clients, mais personne ne semble intéressé. Une jeune fille, nommée Carl Fu Wayne, s'approche et exprime sa curiosité de visiter le café. Ce soir-là, la reine Mylene montre un vif intérêt à se rendre au café de Mylene. Le lendemain, Léon motive les garçons tout en encourageant encore plus les filles. Ça irrite les garçons, mais Léon semble apprécier leur frustration. Une enseignante s'approche alors d'Angie et l'informe que le conseil exécutif souhaite lui parler. Plus tard, Angie est chargée d'escorter la reine Mylene lors de sa visite au festival. Mylene s'excuse auprès d'Angie pour le manque de respect dont son fils Julius a fait preuve envers elle. Angie a beaucoup de respect pour Mylene et critique intérieurement l'attitude superficielle des femmes autour des hommes de l'Académie. Pendant ce temps, Léon et Livia observent une longue file de personnes qui attendent pour entrer au Prince Café. Ils discutent de la situation, mais sont rapidement interrompus par une femme à l'air féroce accompagnée de son groupe. Elle exige d'entrer dans le café de Léon avec un ton arrogant. Un peu plus tard, Mylene arrive au café de Léon, bien décidée à s'amuser avec lui, mais elle le trouve en train de se faire réprimander par la même dame intimidante qui est entrée plus tôt. La scène irrite Mylene, mais avant qu'elle ne puisse agir, Angie intervient. Angie demande à la cliente de partir. Livia essaie également d'intervenir et demande à la dame d'offre de partir pacifiquement. Au lieu de cela, la dame se moque de Livia parce qu'elle est une roturière. Pour en rajouter, elle révèle qu'Angie a un jour traité les roturiers de simples numéros. La dame d'offre continue d'insulter Angie jusqu'à ce que Léon intervienne enfin pour la défendre.
Un des escortes de la dame d'offre gifle Léon en réponse, mais cela ne fait qu'aggraver la situation. Mylène intervient pour défendre Léon et demande à la dame d'offre de partir. La dame, ignorant que la vieille femme est en réalité la reine Mylène, refuse. Cela déclenche un sourire sinistre chez Léon alors qu'il émet une aura sombre et menaçante. Utilisant des améliorations magiques, Léon défait rapidement les escortes de la dame d'offre. Il déclare ensuite haut et fort que la dame d'offre avait insulté la reine Mylène elle-même. Mylène essaie de calmer Léon et de le raisonner, mais il continue d'exploiter la situation au maximum, ne montrant aucun signe de recul. Pour calmer la situation tendue, Angie fait appel à Maître. Maître parvient à toucher émotionnellement Léon, qui s'en va préparer du thé pour tout le monde. Pendant ce temps, Mylène parle avec Léon. Elle l'avertit que son duel avec Julius était imprudent et lui a valu de nombreux ennemis au palais royal. Elle lui demande ensuite s'il a réfléchi à son avenir. Léon répond avec assurance que oui. Mylène, satisfaite de sa réponse, change de sujet et lui demande s'il l'aiderait à créer des moments mémorables. Prenant la demande au sérieux, Léon suggère hardiment de l'épouser, ce qui la déconcerte. À ce moment-là, Julius arrive. Il fracasse le crâne de Léon avec son poing et, après un échange verbal houleux, le balance dans une poubelle. Puis, il escorte Mylène jusqu'à son propre café. Au café de Julius, Mylène commente le menu ridicule et hors de prix. Elle reproche à son fils d'avoir rompu la promesse qu'il avait faite après son duel avec Léon. Frustrée, elle exige de voir Marie, qui se cache nerveusement derrière un rideau proche. Pendant ce temps, de retour au café de Léon, Léon déplore sa position de personnage de second plan, pensant que cela l'empêche d'interagir avec quelqu'un comme la reine. Carla entre dans le café et s'approche de Léon. Bien que Léon la rejette au début, Carla aperçoit Livia et lui demande de tenir sa promesse de la présenter à Léon. Carla s'agenouille devant Léon et le supplie de l'aider, lui demandant de sauver sa famille. Carla Fu Wayne fait son entrée avec toutes les formalités, s'agenouillant devant Léon et lui demandant poliment de sauver la famille Wanwen. La supplication théâtrale semble tout droit sortie d'un livre de contes, mais Léon encaisse le coup et la laisse exposer son cas. Plus tard, dans sa rune, Luxion, comme d'habitude, fait une remarque sur la tendance de Léon à s'impliquer dans des situations compliquées, mais Léon l'écarte d'un geste de la main. Pendant ce temps, Daniel et Raymond ne peuvent n'en s'empêcher de remarquer le silence gênant entre Livia et Angie. Ils supposent que c'est la conséquence des commentaires de Stéphanie sur la relation de Livia avec Angie, et la tension est impossible à ignorer. Léon intervient pour détendre l'atmosphère, annonçant qu'il accordera une pause à tout le monde, même si le café perd de l'argent. Sa confiance ne faiblit pas. Il affirme qu'ils feront suffisamment de bénéfices le dernier jour du festival pour compenser. Des rumeurs commencent à circuler selon lesquelles Léon participerait à la course de vélo prévue pour la fin du festival. Angie, membre du comité de course, mentionne les favoris pour la victoire d'Anfia, Elgar et Jilke. Livia se demande si Léon a l'intention d'y assister, mais le groupe décide collectivement qu'il est plus susceptible de parier que de participer réellement. Mary, toujours opportuniste, s'intéresse également à la somme d'argent promise au vainqueur. Kyle, se tenant loyalement à ses côtés, lui suggère de parier, mais Mary rejette rapidement l'idée. Son dédain pour le jeu est clair et net, enraciné dans les souvenirs des dettes de son petit ami dans sa vie antérieure. Au lieu de cela, elle annonce son intention de gagner l'argent honnêtement, un sentiment qui fait soupirer Kyle. Visiblement sceptique, mais peu disposé à discuter, Léon gagne une grosse somme d'argent au jeu, ce qui met Livia et Angie mal à l'aise, car elles craignent un retour de bâton karmique pour sa chance. Après la course, Jilke est attaqué par des coureurs associés à Clarisse, une étudiante. Malgré l'interférence, Jilke parvient à gagner la course. Cependant, il souffre d'une fracture à cause de l'attaque. Clarisse et son entourage arrivent peu après, et elle remarque que Jilke ne peut plus participer à la compétition à cause de sa blessure. Jilke réalise rapidement que c'était son intention depuis le début. Clarisse le confirme, en déclarant que c'est sa vengeance pour l'avoir quitté. Léon se souvient que Clarisse est l'ancienne fiancée de Jilke. Une dispute éclate entre Clarisse et Angie. Dan intervient et y met fin, mais Clarisse reporte son attention sur Jilke. Elle déclare qu'elle ne cessera jamais de se venger de lui. Jilke, impassible, accepte sa haine et est prêt à assumer les conséquences de ses actes. Cependant, il la prévient que s'il arrive quoi que ce soit à Marie, elle en subira également les conséquences. Marie essaie de raisonner Clarisse avec douceur et innocence, mais Clarisse rejette immédiatement ses efforts.
Léon observe en silence et remarque à quel point Marie lui rappelle sa sœur de sa vie antérieure. Une fois que Clarisse et son entourage quittent la pièce, Angie informe Gilke qu'un remplaçant sera nécessaire pour la prochaine course. Marie suggère sèchement que Léon participe. Elle affirme que ce n'est pas à cause de l'argent du prix, mais parce qu'un étudiant de première année doit participer. Léon accepte à contre-cœur. Se sentant obligé de rendre la faveur qu'il doit à son père et à son frère, Léon discute brièvement avec Lukshan au stade de course du fait qu'il est perçu comme le disciple d'Angie. Dan l'approche pendant la conversation et mentionne que Clarisse était une personne très différente avant que Gilke ne rompe ses fiançailles avec elle. Léon remarque l'aversion de Dan pour les hommes attirants et lui demande en plaisantant s'il peut être épargné de ce jugement. Dan refuse, déclarant que les ordres de sa dame sont absolus avant de partir. Après le départ de Dan, Lukshan informe Léon que les modifications de sa moto sont terminées. Léon remercie Lukshan pour le travail et exprime son enthousiasme à l'idée de gagner tout l'argent qu'il a parié sur lui-même. Il se réjouit également de voir les réactions de ceux qui s'attendent à son échec. Pendant la course, les autres coureurs se liguent contre Léon et l'attaquent sans relâche. Même le commentateur encourage ses agresseurs, alimentés par les dettes qu'il lui impute. Depuis les sièges VIP, Angie et Livia observent avec inquiétude Léon subir cette agression constante. Stéphanie les approche dans les gradins et se moque de la situation de Léon. Le traitant de simple suiveur d'Angie, Angie nie l'accusation. Mais la confrontation s'envenime. Livia tente d'apaiser la situation, interrompant temporairement la dispute. Cependant, Stéphanie relance la querelle en reportant ses insultes sur Livia, se moquant de son statut de roturière et rappelant comment Angie méprisait autrefois les roturiers. Livia, blessée par ces remarques, s'enfuit, laissant Angie mal à l'aise et coupable. Stéphanie profite de la vulnérabilité d'Angie pour l'insulter davantage, la poussant à bout jusqu'à ce qu'elle craque finalement. Angie gifle Stéphanie, la faisant tomber au sol, ce qui déclenche une bagarre générale entre les deux. De retour dans la course, Léon active les propulseurs que Luxion a installés sur sa moto. Les propulseurs lui permettent d'éliminer la plupart des autres coureurs, ne laissant que Dan comme concurrent restant. Dans une dernière ligne droite, Léon dépasse Dan, mais est terrifié par la vitesse à laquelle sa moto se déplace. Surmontant sa peur, Léon remporte la course. Cependant, la moto dépasse ses limites et explose. Léon tombe des airs, mais il est sauvé par Dan, qui minimise la situation en plaisantant qu'ils détestent tous les deux les beaux gosses. La remarque amuse Léon, qui savoure ensuite la satisfaction de sa victoire et de ses gains au pari. Gilke étant désormais son débiteur, Léon le force à s'excuser auprès de Clarisse pour avoir rompu leur fiançailles abruptement. Clarisse gifle Gilke et rompt tout lien avec lui. Après ce moment de tension, le thé est servi. Dan remercie Léon au nom de Clarisse. Léon sert du thé à Clarisse et lui adresse quelques mots d'encouragement. Quand il apprend pour Angie et Livia, il s'excuse et prend congé. Le duel. Elles feront toutes les deux du bon travail ensemble. Le reste sonne comme Kurt. Ils encouragent Livia à reparler à Angie. Plus tard, alors que Livia se prépare à rendre visite à Angie, c'est Carla qui lui rend visite. Carla rend visite à Livia avec une demande polie d'aide pour organiser une rencontre avec Léon. Livia veut la refuser gentiment, mais avant qu'elle ne puisse le faire, Stéphanie arrive à l'improviste. Sa présence faisant instantanément monter l'ambiance, Stéphanie insiste pour que Livia coopère, appuyant sa demande par des menaces et des insultes cruelles. Elle ne s'arrête pas là. Stéphanie se moque du nom d'Angie et prévient Carla que sa famille sera ruinée si elle ne suit pas ses ordres. Livia, bien que se sentant piégée, tient bon et défend Léon et Angie, refusant de laisser Stéphanie traîner leur nom dans la boue. La réponse de Stéphanie est tout sauf subtile. Elle attrape Livia par les cheveux et déverse sa version de la vérité, prétendant révéler ce que Léon et Angie penseraient d'elle. Une fois sa tirade terminée, Stéphanie déclare avec suffisance que Livia mérite une punition pour sa défiance. Le lendemain, Léon discute de la situation avec Luxion. Il explique que Carla lui a demandé de s'occuper des pirates du ciel qui sèment le chaos dans ses terres, probablement en raison de sa réputation pour avoir géré des problèmes similaires par le passé. Léon souligne également que les pirates possèdent l'un des objets clés nécessaires pour éveiller les pouvoirs de sainte du protagoniste, le collier sacré. Il mentionne que ces objets, qui incluent également le bracelet sacré et le bâton sacré, apparaissent normalement dans le jeu 2 ans et demi plus tard. Grâce à l'ingérence de Stéphanie, la chronologie a été avancée.
Léon pense que la jalousie de Stéphanie envers Livia est alimentée par son succès en tant que roturière qui dépasse les attentes. Sa rancune envers Léon, cependant, semble être liée au chaos qu'il lui a causé par le passé. Luxion se demande si Léon se concentre trop sur les événements du jeu, soulignant qu'il y a peu à gagner à le faire. Léon admet qu'en tant que personnage de second plan, son objectif est d'éviter tous les événements majeurs tout en restant en dehors des conflits impliquant l'entourage du prince. Luxion suggère de laisser Livia s'occuper de la soumission des pirates. Léon n'est pas d'accord, arguant que Livia n'est pas dans le bon état d'esprit et décide de s'en charger lui-même. Luxion remarque que Léon pourrait finir par devenir l'objet de l'affection de Livia. Mais Léon réfute cette idée, insistant sur le fait qu'il n'est qu'un personnage secondaire. Intérieurement, Luxion note comment Hall les a bientôt rejoints, et Léon remarque quelque chose d'inhabituel. Livia porte les bagages de Carla, mais elle les pose quand elle entre dans le champ de vision de Léon. Carla essaie de dissimuler la situation, mais Léon la voit clairement. Il remarque aussi l'expression soucieuse sur le visage de Livia et comprend qu'elle n'a probablement pas réussi à se réconcilier avec Angie. Carla présente deux autres personnes qui vont les aider dans leur quête, Brad et Greg. Elle explique leur raison de se joindre à eux. Sur le navire, Léon échange quelques mots avec Brad et Greg. Brad révèle qu'il a été fiancé à Carla et qu'il prévoit d'utiliser les primes des pirates pour aider Marie. Raid confie qu'il s'est également joint à eux pour les primes et qu'il espère acquérir un vaisseau blindé auprès des pirates. Leurs motivations divergentes déclenchent une dispute animée entre Brad et Greg, dans laquelle Carla intervient. À l'académie, Angie prévoit d'offrir un cadeau de bonne volonté à Livia, mais constate que la porte du dortoir de Livia a été vandalisée. Stéphanie et ses deux acolytes s'approchent d'Angie et se moquent d'elle, l'accusant de surveiller son animal de compagnie pendant que Livia est partie chasser les pirates. Angie comprend que Stéphanie est derrière le complot des pirates. Attrapant Stéphanie par le col, elle menace de la faire disparaître. Après l'avoir relâchée, Angie s'éloigne et décide de prévenir Léon, tout en s'inquiétant pour la sécurité de Livia. Ailleurs, Julius parle avec sa mère, Mylène. Du fait que Léon est parti à la poursuite de pirates avec Greg et Brad, Mylène refuse de laisser Julius les aider, insistant sur le fait qu'il ne sait pas pourquoi il ne peut pas être impliqué. De retour sur le navire, Léon triche pendant une partie de cartes contre Brad et Greg, gagnant facilement. Il espère prendre tout leur argent en échange de les laisser monter sur son navire. Leur conversation dérive sur Stéphanie, sa mauvaise réputation et comment elle est devenue la fiancée de Brad. Luxion interrompt pour informer Léon de l'arrivée de deux vaisseaux pirates. Brad et Greg, inconscients et non préparés, ne font aucun geste immédiat. Léon se porte volontaire pour s'occuper lui-même des pirates. Les pirates commencent leur assaut avec 4 mechas blindés. Léon les accueille avec arrogance. Dans son mecha, il se renseigne sur le groupe de pirates, les requins gagnants, qu'il identifie comme un équipage de bas niveau. Le capitaine pirate se moque de l'arrogance de Léon, pensant qu'il s'agit d'un modèle dépassé. Cependant, le capitaine reste vite bouche bée quand Léon défait les mechas d'avant-garde avec une facilité déconcertante. Brad et Greg regardent la bataille avec admiration, réalisant qu'ils sont témoins d'une véritable défaite, les pirates étant maîtrisés sur le pont. Brad repense à la bataille dont il a été témoin. Il réalise à quel point il était arrogant et reconnaît son manque de compréhension de la véritable guerre. À l'intérieur de l'arrogance, Luxion interroge Léon sur la raison pour laquelle il a choisi de ne pas tuer les pirates. Léon explique son raisonnement, affirmant qu'il n'a pas la mentalité pour de telles actions. Dans sa chambre, Clara est frustrée de ne pas pouvoir contacter les pirates. Elle ne veut pas assumer la responsabilité de la situation et prévoit de rejeter la faute sur Livia pour protéger sa propre réputation auprès de Bartford. Plus tard, le groupe est pris en otage par des individus armés. La tension est désamorcée par Conrad Fouen, le père de Clara. Brad mentionne que Clara leur demande de l'aide contre les pirates du ciel, mais Clara rejette la faute sur Livia. Livia, trop timide pour se défendre, reste silencieuse. Léon intervient pour prendre la défense de Livia. Pirates. Luxion rappelle à Léon que leur flotte principale reste intacte. Il note également qu'ils n'ont pas encore obtenu le collier sacré pour Livia. Plus tard, Léon rencontre Livia, qui déverse ses pensées et ses émotions. Elle révèle les insécurités semées par les paroles de Stéphanie. Les larmes qui coulent sur son visage accusent Léon et Angie de la traiter comme un animal de compagnie. Ces mots sont blessants et ébranlent visiblement Léon. Plus tard, sur le pont du navire,
Il réfléchit à ce qu'elle a dit en parlant avec Luxion. Luxion, toujours logique et sans filtre, souligne que la situation est entièrement le résultat des propres décisions de Léon. Léon minimise, qualifiant cela d'effet secondaire inévitable de s'être mêlé à la fois à la protagoniste et à l'antagoniste. Luxion ne se retient pas et affirme froidement que la surprotection de Léon empêche Livia de s'épanouir. Léon se défend en insistant sur le fait qu'il n'a aidé Livia que lorsqu'elle en avait besoin. Luxion, peu impressionné, rétorque que cette fois, Léon perd son sang-froid et lui assène un coup de poing. La tension persiste un instant, puis les choses finissent par se calmer. Peu de temps après, Brad apparaît sur le pont, s'entraînant à l'épée avec la détermination de quelqu'un qui essaie de réécrire l'histoire. Il dit à Léon qu'il ambitionne un jour de le vaincre, mais Léon les conduit, lui disant de se concentrer plutôt sur sa magie. Léon est fermement convaincu que Brad n'a aucune chance. Brad, cependant, refuse de céder, admettant qu'il se considère comme le plus faible des princes de Tourage, mais affirmant aussi qu'il est le plus beau. Les plaisanteries s'intensifient, menant inévitablement à une dispute à propos de Marie, qui dégénère rapidement en duel. Pendant le duel, Léon observe tous les efforts que le prince et son entourage déploient pour gagner l'affection de Marie. Il réalise à quel point il se comporte différemment avec Livia, se contentant de lui accorder le même genre d'attention. Léon gagne le duel et bat Brad, qui jure de le vaincre la prochaine fois avant de quitter le pont. Pendant ce temps, Marie et son serviteur Kyle explorent un... Cependant, quand la reine l'apprend, elle le rejette catégoriquement, les laissant tous les deux frustrés et incapables d'agir selon leur plan. Léon déjeune avec Brad et Greg et ils discutent de leur plan pour éliminer les pirates du ciel restants. Pendant leur repas, les pirates les prennent en embuscade par derrière. Brad et Greg supplient immédiatement Léon de les laisser participer au combat. Dans sa cabine, Livia repense aux paroles dures qu'elle a adressées à Léon. Ses pensées sont interrompues lorsqu'elle apprend que le vaisseau est attaqué par des pirates. Elle essaie de se rendre sur le pont, mais elle est brièvement arrêtée par 2 robots ouvriers. Sa voix convainc les robots de la laisser passer, et elle atteint le pont, où un pirate en armure la confronte. Brad intervient juste à temps pour sauver Livia de la capture, mais il se retrouve à la merci de son adversaire. Pendant ce temps, Léon lutte contre les pirates sur le champ de bataille. Sa tentative de les capturer vivants s'avère presque impossible. Luxia informe Léon que le chef pirate a réussi à atteindre le pont. Léon voit Brad et Greg protéger Livia et reconnaît qu'ils remplissent leur rôle. Cependant, l'orgueil de Léon ne lui permet pas de rester les bras croisés. Léon demande l'arme numéro 3 et une hache sort du sac à dos de l'Aragon. Il utilise l'arme pour affronter le chef pirate. Après une bataille difficile, Léon vainc le chef et récupère le collier sacré. Après la bataille, Livia utilise ses pouvoirs de guérison pour soigner la blessure au bras droit de Brad. Brad est stupéfait de constater que ses pouvoirs sont similaires à ceux de Marie. Léon arrive et dit à Greg qu'Olivia a soigné Brad et qu'elle a besoin d'aide pour le porter à l'intérieur. Greg et Léon aident Brad à partir, laissant Livia derrière Eugénie. Livia, les regardant partir, souhaite secrètement que Léon l'ait appelée Livia au lieu d'Olivia. Dans sa chambre, Léon admire le trésor qu'il a récupéré sur les pirates. Il sent qu'ils vont non seulement s'attribuer le mérite d'avoir vaincu les pirates, mais aussi recevoir la prime. Léon soumet également une requête officielle à leur famille, les exhortant à reconsidérer leur déshéritage. Sur le pont du navire, Léon parle avec Lucien et partage ses réflexions sur les événements récents. Il exprime son désir de retrouver son rôle de simple personnage de la pègre. Cependant, ce plan est rapidement ruiné. Brad et Greg soumettent une requête à la reine pour promouvoir Léon du niveau supérieur de la 6e au niveau inférieur de la 5e. La situation empire lorsque Bernard Fia Attelé envoie la lettre à Léon. Bernard remercie Léon d'avoir aidé sa fille, Clarisse, en récompense. Bernard offre à Léon une nouvelle moto volante et l'informe qu'il sera promu au niveau supérieur de la 5e à l'obtention de son diplôme. Cette nouvelle bouleverse complètement Léon, qui sent sa vie tranquille de personnage de second plan s'éloigner de plus en plus. Devant l'Académie Hurlford, Léon examine la nouvelle moto volante qu'il a reçue de Clarisse. La moto s'appelle Schwart, ce qui signifie épée. Léon s'y attache immédiatement et l'étreint affectueusement. Luxion, peu impressionné, déclare qu'il va bientôt commencer à la modifier. Plus tard dans la journée, Léon est assis sur un banc dans la cour, l'air sombre. Raymond et Daniel s'approchent d'eux de lui pour essayer de lui remonter le moral.
Bien que les chances de Léon de conquérir Mary se soient améliorées, il réalise que ce serait grâce à son statut plutôt qu'à une affection sincère, ce qui le laisse peu enthousiaste. On mentionne ensuite un voyage scolaire. Dans le jeu, au tome original, ces voyages permettent aux joueurs de se rapprocher de leurs conquêtes amoureuses. Pour Léon, son choix se porte sur l'île flottante du Sud, où se trouve Chris, l'un des princes de Tourage. Cependant, Léon est plus intéressé par l'objet dont la rumeur dit qu'il s'y trouve. Brad et Daniel suggèrent à Léon de profiter de ce voyage pour se réconcilier avec Angie et Livia. Cette nuit-là, à bord d'un luxueux paquebot pour mortels, Léon discute de ses plans avec Luxion pour leur arrivée sur l'île du Sud. Tout en observant les passagers, il aperçoit Angie et Livia, novices, sur le bateau. Léon remarque également une femme hautaine nommée Deirdre qui se vante bruyamment auprès de son groupe, attirant l'attention sur elle. Non loin de là, Chris semble entouré d'un groupe de femmes. Ce qui irrite Léon, il aimerait que Chris s'intéresse plutôt à Livia. Livia, cependant, passe inaperçue tandis que le navire poursuit son voyage. Le navire finit par atteindre sa destination. Livia se sent seule et se retrouve à errer avant de rencontrer Léon et Angie dans un temple. Une prêtresse explique que le temple est dédié au mariage et encourage le groupe à faire une offrande et à prier. Intérieurement, Léon souhaite que Livia et Angie trouvent en haut des partenaires convenables. Après la prière, la prêtresse donne à chacun un talisman unique. Le talisman est exactement ce que Léon était venu chercher. Après tous les efforts qu'il a déployés pour arriver jusqu'ici, il ouvre les paquets contenant les talismans. Livia reçoit un talisman bleu, Angie en reçoit un rouge, et Léon obtient le talisman de combat, un objet spécial qui améliore les compétences au corps à corps et augmente les attributs physiques. La prêtresse, ravie de ce moment, suppose qu'ils ont prié pour leur amitié, mais leurs expressions suggèrent le contraire. Le lendemain, le navire quitte l'île. Lucien souligne que Léon a probablement acquis le talisman de combat pour récupérer le bracelet sacré dans le donjon. C'est le même donjon où Marie se trouve actuellement, elle aussi dans le but d'obtenir le bracelet sacré. Léon garde l'espoir que Marie, si elle joue bien son rôle, pourra encore éviter la voie menant à la guerre. Sur un autre vaisseau, une femme aux yeux rouges observe la situation et remarque que le moment approche. De retour sur le pont, Chris s'approche de Léon et lui propose un duel à l'épée. Leur conversation tourne brièvement au vinaigre lorsque Léon critique l'escrime de Chris. L'instant est interrompu par une alarme. Un essaim massif de monstres approche du vaisseau. Léon reconnaît que l'emblème sur le monstre appartient à la principauté de Tano. Avant que Léon ne puisse ordonner à Luxion de riposter, un vaisseau monstrueux apparaît et Livia et Angie les rejoignent sur le pont. Angie identifie la femme aux yeux rouges à bord comme étant la princesse Urtrude Sarah Thanos. Urtrude envoie un message projeté aux occupants du vaisseau. Les occupants du vaisseau se rassemblent sur le pont, entourés de soldats Tano. Un homme nommé Gillette se présente au groupe. Il les divise en deux catégories. Ceux qui sont jugés corrects ou plus seront pris en otage, tandis que les autres sont considérés comme insignifiants et laissés tranquilles. Angie s'approche de Gillette et lui donne son nom. Elle exige d'être la seule prise en otage. Demandant la sécurité de tous les autres passagers du vaisseau, Gillette accepte ces conditions. Léon, voulant intervenir, tente de s'avancer, mais il est arrêté par deux étudiants. Gillette, mécontent des actions de Léon, ordonne aux deux étudiants de le frapper. Ils hésitent, mais s'exécutent à contre-cœur. Angie supplie Gillette de les arrêter, mais il l'ignore et s'assure qu'elle monte à bord du vaisseau Tano. Pendant qu'Angie est emmenée, Léon est assommé par l'un des étudiants, le laissant inconscient sur le pont. À bord du vaisseau Tano, Angie parle avec Urtrude tandis que Gillette écoute. Angie interroge Urtrude sur ses intentions de déclencher une guerre avec le royaume de Holford et lui rappelle que seuls deux élèves ont eu le courage de la défendre lors de sa capture. Urtrude, imperturbable, poursuit ses plans. Sur le navire de passagers, Léon est emprisonné et Livia reste à ses côtés. Désespérée de son incapacité à protéger Angie ou à libérer Léon de sa situation, Chris arrive et les informe qu'Angie est la seule à avoir été prise en otage, mais que le reste des élèves devraient être exécutés dans l'heure. Il demande l'aide de Léon, mais Léon refuse, soulignant que leurs camarades n'ont pas réagi quand Angie a été enlevée. Frustré, Chris s'apprête à partir, mais Léon l'arrête. Léon précise qu'il est prêt à combattre les envahisseurs fantômes seulement si les autres élèves sont également prêts à aider. Chris supplie alors les élèves de se soulever et de se battre, mais il rejette sa demande avec colère.
Léon tire un coup de fusil en l'air, attirant l'attention de tout le monde. Debout avec Livia, il prononce un discours s'adressant aux étudiants en tant que noble, ce qui énerve Deirdre Fou Roseblade. Cela déclenche une dispute entre Léon et Deirdre, où Léon critique les étudiants nobles qui vivent des exploits de leurs ancêtres sans rien mériter. Des merveilles inattendues, s'il atteindra un jour le niveau de compétence au combat de Léon, malgré ses doutes. Il se coordonne avec les étudiants qui pilotent leurs armures pour engager les monstres envahisseurs et protéger leur vaisseau d'un plus grand danger. À l'extérieur du vaisseau, Deirdre prend la tête des étudiants restants. Elle les organise pour ériger une barrière magique et lancer des sorts sur les monstres. Gardant la situation sous contrôle pour le moment, sur le vaisseau ennemi, Ertrude est alertée de l'approche de Léon. Elle joue à nouveau de sa flûte magique, intensifiant les attaques des monstres sur le vaisseau des étudiants, alors qu'Ertrude se moque du manque de compétences des étudiants. Angie prend leur défense. Elle fait l'éloge de Léon, le qualifiant d'avant-garde de leurs efforts. Pendant ce temps, Gillette, affichant une confiance inébranlable, assure à Ertrude que les canons de leur armée détruiront bientôt le vaisseau des étudiants. Luxion remarque qu'il est surpris que les étudiants, surtout les garçons, soient bon capables de résister aux forces ennemies. Léon explique que cela vient de leur héritage d'aventuriers et de leur désir de trouver de bonnes épouses après l'obtention de leur diplôme. Sur le vaisseau des étudiants, Deirdre utilise sa magie pour repousser les monstres, tandis que Livia soigne un membre du personnel du vaisseau. Un vaisseau ennemi tire au canon sur eux, et bientôt d'autres commencent à viser également. Une série de salves est lancée en direction du navire. Dans un moment de bravoure, Livia crée une barrière protectrice complète autour du navire. Protégeant tout le monde du danger, Livia utilise ensuite sa magie pour lancer des missiles sur les monstres, donnant à Liam l'occasion d'envahir le vaisseau monstrueux en volant directement dans sa gueule. Gillette se moque du geste audacieux de Liam, le qualifiant d'acte d'un fou tentant de défier la principauté seul. Liam se fraye rapidement un chemin à travers le vaisseau ennemi. Il abat les soldats sur son passage, assomme Gillette et confronte Pertrude, une arme à la main. Il exige sa reddition. Impressionné par l'habileté et la détermination de Liam, Pertrude essaie de lui demander son nom. Liam l'interrompt en abattant sa servante et la réprimande pour avoir gagné du temps, et lui répète sa demande de se rendre. Liam ramasse la flûte magique, mais Luxion l'informe que c'est un faux et que la vraie est avec la servante. Luxion rase ensuite la moustache de Gillette, ajoutant une insulte supplémentaire à l'officier vaincu. Pertrude étant retenue, Liam s'échappe du vaisseau ennemi sur sa moto, emmenant Angie et Pertrude avec lui. Le monstre qui retenait le vaisseau est vaincu, ouvrant leur chemin vers la sécurité. Pendant ce temps, sur un autre vaisseau, Gillette prépare une contre-attaque. Déterminé à reprendre le contrôle de la situation, de retour sur le vaisseau, Liam remarque que Livia est épuisée par ses efforts précédents. Chris l'approche et lui demande conseil sur ce qu'il faut faire maintenant que les monstres ont cessé de bouger. Avant que Liam ne puisse répondre, Gillette annonce que Ertrude a choisi de se sacrifier pour la principauté. Il ordonne aux vaisseaux ennemis de lancer une attaque massive. Ertrude libère de la magie de la flûte magique, ce qui provoque l'encerclement du vaisseau par les monstres. Liam, ne voulant pas que Livia lance un autre sort épuisant, décide d'agir. Il s'éloigne à moto pour affronter les monstres, laissant Angie derrière lui, angoissée de ne pas savoir comment aider. Soudain, son charme s'active, invoquant des lances de feu autour d'elle. Elle les lance pour soutenir Léon, tout en le soutenant. Elle remarque Livia affaiblie et va prendre de ses nouvelles. Angie découvre que Livia a l'impression d'avoir été un fardeau pour elle et Léon pendant toute cette épreuve. Livia avoue qu'elle voulait juste leur reconnaissance et renforcer le fait qu'elles sont amies. Choquée par la révélation de Livia, Angie l'assure qu'elle a toute la reconnaissance du vaisseau pour éviter de plonger dans les profondeurs. Angie repense brièvement à ses regrets et se prépare à accepter son sort, mais Livia la sauve juste à temps. Les deux partagent un moment émouvant, mais un autre coup de canon frappe le navire. L'explosion projette Angie sur le pont tandis que Livia tombe à la mer. Avant que Livia ne touche l'eau, Léon la sauve avec sa moto. Cependant, Livia le gronde parce qu'il l'appelle Olivia au lieu de son surnom préféré. Cela conduit à un échange émotionnel où Livia avoue ses sentiments à Léon. Malgré sa conviction qu'il n'est pas assez bien pour elle, Livia reste ferme dans son affection, exprimant clairement ses sentiments. Leur conversation terminée, Léon remonte sur le bateau avec Livia joyeuse derrière lui sur sa moto. Son bonheur vient du fait que Léon l'appelle enfin Livia.
Sur le pont du navire, Livia et Angie s'étreignent en larmes, toutes deux submergées de soulagement et d'émotion. Léon les observe silencieusement, leur accordant ce moment. Soudain, le partenaire arrive et attaque les vaisseaux ennemis. Inversant le cours de la bataille, le méca de Léon, l'arrogance, atterrit sur le pont. Il rassure Chris en lui disant qu'il va s'occuper des forces ennemies et entre dans le méca pour rejoindre le combat. Pendant ce temps, la flotte de Jellet se retrouve dans une situation désespérée, mais la présence de leur chevalier noir, Vandalim. Zenden et Chris s'efforcent de coordonner l'évacuation, veillant à ce que les étudiants soient mis en sécurité hors du champ de bataille. Au milieu du chaos, un unique méca noir maniant une épée apparaît au sommet du vaisseau ennemi de tête. Il se lance sur Léon, qui identifie le méca comme appartenant au chevalier noir. Sur l'un des vaisseaux de sauvetage, sa troupe appelle le chevalier noir par son vrai nom, Vandal, et se demande pourquoi il a été déployé. Angie explique le talent de l'adversaire. Léon ordonne à Luxion de ranger son épée et son fusil, choisissant de se battre à main nue. Pendant que Léon s'occupe d'un autre soldat qui l'attaque, Vandal profite de la distraction et ouvre l'armure du ventre de Léon. Avec son flux vidéo compromis, Léon utilise l'ouverture dans son armure pour suivre visuellement son adversaire. La performance d'arrogance chute de 30% et la tension croissante sur le méca provoque Luxion. Pendant l'affrontement, Vandal révèle sa motivation. Affirmant qu'il se bat pour honorer son devoir de chevalier de la principauté, Vandal utilise une grenade flash pour aveugler temporairement Léon et plonge son épée dans l'arrogance. En réponse, Léon sort du méca avec son fusil à pompe à la main et ordonne à Luxion de mettre l'arrogance en pilotage automatique pour qu'il s'accroche au méca de Vandal. À la merci de Léon, Vandal exige d'être tué, mais Léon refuse. Luxion apparaît avec des menottes et informe Léon que le partenaire a sécurisé les environs. À ce moment précis, Gillette lance une fusée de signalisation spéciale. Urtrude l'identifie comme un appel à quelque chose de bien plus dangereux que le pouvoir de sa flûte magique. Un essaim massif de monstres est invoqué, agissant sur les ordres de Léon. Luxion déchaîne une pluie de rayons laser, anéantissant complètement l'essaim et inversant le cours de la bataille. La victoire assurée, Léon refuse à nouveau de tuer Vandal et prend plutôt son épée comme trophée de guerre. Léon provoque Vandal, affirmant qu'il est fini après avoir perdu contre un vaisseau civil rempli d'étudiants. Il lui suggère même de prendre sa retraite. Au crépuscule, le pilote commence à remorquer les vaisseaux ennemis vaincus. Gillette se prosterne aux pieds de Léon, implorant sa clémence. Léon déclare froidement qu'il prendra les armures et les vaisseaux fonctionnels pour lui, tandis que ceux qui ne sont plus mobiles seront récupérés pour la ferraille. Gillette tente de négocier, mais Léon le rabroue, renforçant sa conviction que le vainqueur mérite une compensation pour ses efforts de guerre. Dans le hangar du vaisseau, Luxion demande à Léon pourquoi il ne lui a pas ordonné d'utiliser toute la puissance du vaisseau contre le chevalier noir. Léon s'enquiert des conséquences potentielles. Luxion explique que s'il l'avait fait, la principauté et Ulfurt le considéreraient comme une immense menace et tenteraient de le défier à nouveau en duel. Chris, lui, admet que Léon est son objectif et exprime sa détermination à le rattraper un jour. Alors que Chris s'éloigne, Léon commence à comploter pour attribuer à Chris le mérite de cette récente entreprise, comme il l'avait fait lors de l'incident des Pirates du Ciel. Au manoir Redgrave, Angie parle avec son frère Gilbert. Il l'informe que la punition d'Urtrude est d'étudier à l'étranger, ce qu'Angie trouve beaucoup trop clément. Gilbert oriente la conversation sur la vie amoureuse de Léon, mais Angie rejette l'idée, affirmant que Léon n'en a pas. Gilbert semble perplexe, trouvant étrange qu'une personne comme Léon, qui a accompli tant de choses en si peu de temps, n'ait pas attiré une file de femmes se disputant son attention. À l'Académie Halfer, Léon profite d'un goûter avec Livia et Angie. Il discute de sa décision de laisser Chris s'attribuer le mérite d'avoir vaincu le Chevalier Noir. Ce plan, convienne-t-elle, permettra à Chris de retrouver sa place au sein de sa famille. Livia et Angie félicitent Léon pour sa prévenance. La conversation change lorsque Livia et Angie posent des questions sur Luxion. Léon présente Luxion, qui partage des détails sur sa relation et son passé avec elle. Tous deux sont fascinés par Luxion et Livia le surnomme Lux. Léon adopte joyeusement ce nouveau surnom pour Luxion. Cependant, Lux interrompt la joie de Léon pour l'informer que Julius et sa clique complotent quelque chose. Ailleurs, Julius et sa clique présentent un nouveau méca à Marie et Kyle.
Le mecha est construit à partir de pièces récupérées de leur mecha détruit, combinées à d'autres matériaux, pour un coût total de 500 000 déis. Marie, en le voyant, est choquée et furieuse de la façon dont l'argent a été dépensé si imprudemment. Un match revanche a finalement lieu, avec Greg choisi pour représenter Julius et sa clique. La clique fixe la condition de la victoire. S'il gagne, Léon cessera de s'immiscer dans leur relation avec Marie. Sans qu'il le sache, Léon prévoit de truquer le match. Il pense qu'il vaut mieux pour eux de trouver le bonheur avec leur bien-aimé, plutôt que de continuer à s'occuper de lui. Au début du match, Luxion signale que l'armure de Greg est dangereusement instable et risque d'exploser en raison de sa mauvaise construction. Léon essaie d'avertir Greg et l'arbitre, mais tous deux rejettent ses inquiétudes. Pensant qu'il s'agit d'une de ses ruses habituelles, Luxion propose une solution pour empêcher l'explosion. Léon doit détruire l'armure lui-même. Pour vaincre sa réticence, Léon réalise qu'il n'y a pas d'autre option. Laisser l'armure exploser mettrait la vie de Greg en danger. Léon détruit l'armure, mettant fin au duel. La défaite de Greg panique Marie, qui réalise que son investissement de 500 000 dias est parti en fumée. Quelque temps plus tard, Léon se plaint à Daniel et Raymond de la façon dont ils continuent de gagner, mais est toujours traité comme un moins que rien par les autres. Il l'informe qu'il doit recevoir un prix lors de la prochaine cérémonie pour avoir capturé Urtrude. Plus tard, Angie l'escorte à l'événement où elle prévoit de le présenter à son père et à son frère. Lors de la cérémonie, Léon repense à la façon dont les choses ont changé. Il se souvient de ses débuts en tant qu'étudiant luttant désespérément pour trouver une femme et survivre à la vie à l'académie. Pendant la cérémonie, il reçoit une récompense en métal et apprend de son maître qu'il a été promu au titre de Discount. Après l'événement, Léon sort et rencontre Livia qui lui rappelle qu'elle attend toujours sa réponse à sa question précédente. Il rencontre ensuite Angie et commence à repenser à ses plans initiaux visant à associer Livia à quelqu'un de l'entourage du prince. Maintenant, il se retrouve à vouloir être avec Livia et Angie à la fois. Luxion interrompt les pensées de Léon avec une remarque sur la façon dont sa situation ressemble à celle de Marie, car tous deux se sont retrouvés impliqués avec leurs partenaires respectifs. Le commentaire agace Léon, mais Luxion ajoute sans s'excuser que Léon n'a que lui-même à blâmer pour la tournure des événements. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aimez la folie ou si vous êtes juste là pour les potins et les crises existentielles, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit. Contrairement aux 500 000 dias de Marie Bleue dans un match poubelle, vous avez des idées, des théories ou juste envie de tacler Léon. Lâchez-vous dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a filé un stress par procuration ou vous a fait rire au moins une fois, explosez ce bouton « J'aime ». D'ici la prochaine fois, continuez à farmer, continuez à rêver et souvenez-vous, ce n'est pas grave d'être un mob, sauf si vous êtes Léon. Peace.